Alors, je suis donc invitée à vous parler, comme vient de l'indiquer monsieur le professeur Le Guidec, des éléments de l'incidence de l'extranéité dans la séparation des couples institutionnels. Lorsqu'un litige comporte des éléments qui le rattachent à plusieurs États, il faut déterminer lequel d'entre eux peut en connaître et selon quelles règles il peut en connaître. La règle de conflit de juridiction amène à déterminer la juridiction compétente, selon des critères dont le plus usuel, notamment pour notre sujet du droit de la famille, est désormais celui de la proximité du litige avec le juge, plutôt que celui de la nationalité des parties qui avait cours anciennement. De même, pour les partenariats enregistrés, il peut y avoir conflit d'autorité habilité à procéder à l'enregistrement du partenariat. Quant à la loi applicable, c'est la règle de conflit de loi qui permet de la déterminer, selon la catégorie de rattachement concernée par la question à trancher. Ainsi, pour la dissolution du mariage, on distingue les effets personnels des effets patrimoniaux. Les effets personnels sont rattachés à la loi du lien de couple, sauf quant aux obligations alimentaires et à l'autorité parentale, qui sont régies par des textes spécifiques. Et les effets patrimoniaux sont, eux, rattachés aux catégories spécifiques du DIP français ou du DIP de l'Union, que sont les régimes matrimoniaux et les successions que vous connaissez bien. Pour le partenariat enregistré, en revanche, selon l'article 515.7.1 du Code civil, la loi de l'État de l'autorité d'enregistrement régit tous les effets, qu'ils soient personnels ou patrimoniaux, de ce lien de couple, sauf règles de conflit spéciales, telles les successions. Une fois que la décision que l'on recherchait a été rendue, reste à en obtenir la reconnaissance, voire l'exécution forcée, soumise au préalable de l'exéquatur, qui peut avoir lieu selon le droit commun de l'arrêt Cornelissen rendu en 2007 ou selon la procédure simplifiée du système de Bruxelles, pour emprunter une expression utilisée par le professeur Sandrine Clavel. Quoi qu'il en soit, en présence d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne, il faut s'assurer au préalable de son applicabilité du triple point de vue matériel, spatial et temporel. Il faut aussi vérifier sa concordance avec les autres instruments internationaux en concurrence. Comme annoncé dans la plaquette du programme, s'agissant du régime international de la séparation du couple institutionnel, on présentera ici quelques observations d'ensemble, rapidement, puisque le temps nous est compté, sur les points clés des 6 thèmes repris sur la plaquette, c'est-à-dire, en premier lieu, la compétence internationale du juge saisi des causes du divorce. Cette compétence résulte des conventions internationales, à défaut de l'internationalisation de l'article 1070 du Code de procédure civile, qui instaure un système de compétences hiérarchisées fondé sur la résidence en France, et à défaut, fondé sur les privilèges de juridiction des articles 14 et 15, qui ne sont que résiduels. Cependant, le règlement de Bruxelles II, bis, applicable depuis mars 2005, que tout le monde connaît désormais, est devenu quasiment le droit commun français dans son champ d'application. En effet, s'agissant de la compétence quant à la dissolution du mariage, les articles 6 et 7 de ce règlement restreignent considérablement le champ conventionnel ou le champ du droit commun, qui ne peuvent s'appliquer que si ni le juge français ni aucun juge de l'UE n'est compétent, et si le défendeur ne réside pas dans un État membre ou n'en est pas ressortissant. Ces 3 conditions sont rarement remplies, car le règlement instaure par ailleurs de nombreux forts alternatifs non hiérarchisés qui consacrent la compétence dans l'UE lorsque le litige s'y rattache du fait de la résidence habituelle d'une partie ou de la nationalité commune des époux, c'est l'article 3. La notion de résidence habituelle est donc déterminante. C'est une notion autonome, c'est-à-dire qu'elle est définie sous le contrôle de la Cour de justice en fonction des objectifs de la législation de l'UE, indépendamment du sens que chacun des États membres peut lui avoir donné dans sa propre jurisprudence ou dans sa propre législation. Elle est fondée sur des critères factuels qui s'entendent du lieu traduisant, au vu d'un faisceau d'indices, l'intégration des intéressés dans un environnement social et familial. Et pour les éléments factuels jugés pertinents, je vous renvoie, compte tenu du temps limité de mon propos, à 2 arrêts, celui du 2 avril 2009 C523-07 ou celui du 28 juin 2018, plus récent, C512-17,
qui vous indiqueront quels sont les éléments factuels que la Cour de justice entend prendre en compte. Ce système a été critiqué quant à la multiplication des forts compétents, alors même que les règles de conflit de loi ne sont pas harmonisées. Et elles ont conduit ces critiques à la proposition de règlement dite Rome III, qui ambitionnait de permettre aux époux de s'entendre sur le choix encadré du juge de leur divorce. Sauf que tous les États membres n'ont pas réussi à s'entendre sur une telle harmonisation, compte tenu de la sensibilité en termes de souveraineté des États. On touche ici à l'état des personnes. Les États sont peu enclins à harmoniser leurs pratiques sur ces domaines-là. Donc, on est passé de cette ambition de proposition de règlement à une proposition de coopération renforcée. C'est le règlement dit Rome III que nous verrons tout à l'heure, auquel participent 17 États membres. Le règlement de Bruxelles II bis régit également la compétence en matière d'autorité parentale. Donc, deux aspects. L'aspect dissolution dont on vient de parler, avec les articles 6 et 7, qui restreignent au maximum la compétence subsidiaire d'autre chose que le règlement de Bruxelles II bis, et la compétence en matière d'autorité parentale. Cette compétence est de principe fondée sur la résidence habituelle de l'enfant dans un État membre au moment de la saisine du juge. Il y a cependant 3 réserves. La première, c'est celle du maintien pendant 3 mois de la compétence de l'ancienne résidence habituelle. La seconde, c'est la compétence en cas de déplacement illicite de l'enfant. Le règlement de Bruxelles II bis intégrant les règles en les améliorant compte tenu de la plus grande intégration des États membres par rapport aux États parties à la Convention de La Haye. On trouve ces dispositions aux articles 10 et 11. Et la troisième réserve est l'impossibilité de déterminer la résidence habituelle de l'enfant. En ce cas d'impossibilité, la seule présence de l'enfant dans un État membre suffit à fonder la compétence des juridictions de cet État. C'est l'article 13. L'article Bruxelles II bis concernant l'autorité parentale concerne également des prorogations de compétences prévues à son article 12, notamment soit au profit du juge saisi du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du couple parental, juge compétent selon l'article 3 du règlement, soit au profit du juge d'un autre État membre, sur la base d'un critère qui commence à prendre une importance considérable au vu de la jurisprudence de la Cour de justice qui en fait un usage privilégié, donc sur la base du critère du lien le plus étroit de l'enfant avec l'État membre en cause. Mais l'innovation la plus marquante du règlement de Bruxelles II bis est la consécration à son article 15 d'une exception de forum more convenience, qui correspond aussi à cette idée-là, d'essayer de trouver, c'est une notion très factuelle qui n'est pas forcément en cohérence avec la volonté d'harmoniser les choses, puisqu'elle est factuelle et qu'elle va dépendre de la façon dont chaque juge va l'envisager. Mais c'est une exception qui nous vient du droit anglo-saxon et qui permet le renvoi par le juge compétent de l'affaire à une juridiction qu'il estime mieux placée. Il peut le faire à la demande d'une partie, ou à la demande de la juridiction d'un autre État membre, ou d'office, si cette exception est acceptée par l'une des parties au moins. Mais c'est un renvoi, comme il est très factuel, qui n'est pas complètement libre. Il est encadré, il doit être dans l'intérêt de l'enfant, qui doit avoir un lien particulier avec l'État membre de renvoi, lequel doit être fondé sur sa nationalité ou sur son ancienne résidence habituelle dans l'État membre qui demande le renvoi, ou sur celle d'un des titulaires de l'autorité parentale dans cet État membre, ou qui doit encore être fondée sur l'existence de mesures de protection des biens de l'enfant pris dans cet État membre dans lequel on renverrait l'affaire parce qu'il présente des liens plus étroits avec l'enfant. Ça n'est donc pas un lien plus étroit dans l'intérêt de l'enfant abstraitement entendu, mais seulement entendu dans ces conditions-là. Voilà. Au titre des dispositions communes à la dissolution et à l'autorité parentale, l'article 20 autorise le juge d'un État membre qui n'est pas compétent au fond à prendre des mesures provisoires. Ça, c'est classique. Ce qu'il est moins, c'est que les conditions dans lesquelles ces mesures provisoires peuvent être prises sont plus strictement définies par la Cour de justice que dans le système de Bruxelles. La Cour de justice y veille et ainsi, de telles mesures ne peuvent être prises qu'en cas d'urgence et à l'égard de personnes présentes dans l'État membre en cours. C'est un arrêt du 2 avril 2009 de la Cour de justice C-523-07. Et ces mesures ne peuvent être prises que si le juge compétent au fond n'a pas déjà pris de telles mesures provisoires. C'est l'arrêt du 23 décembre 2009 C-403-09.
À l'instar de l'article 42.2 du règlement de Bruxelles 1 bis, une décision provisoire ainsi prise en matière de droit de garde ne bénéficie pas du système de reconnaissance de plein droit de l'article 21 du règlement, puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer que dans l'État membre qui l'a prise. C'est la raison pour laquelle la Cour de justice refuse de lui accorder le bénéfice de la circulation simplifiée instaurée par le règlement de Bruxelles 2 bis et les autres textes pris dans le cadre du système de Bruxelles. Enfin, on peut dire que l'article 14 du règlement renvoie classiquement à la compétence résiduelle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, que je pense tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Le règlement prime cette convention, et si cette convention s'applique, elle l'est depuis le 1er février 2011, elle s'applique aux mesures prises à compter de cette date, et ces règles sont à peu près similaires à celles du règlement de Bruxelles 2 bis. À défaut de pouvoir appliquer le règlement de Bruxelles 2 bis ou la Convention de La Haye de 1996, on applique la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui concerne tant la compétence que la loi applicable en matière de protection des mineurs et qui est entrée en vigueur en 1972. Voilà pour le premier point consacré à la compétence.